Hey, salut bande de codeurs, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un petit peu détente où on va réaliser quelque chose qui se situe entre l'animation et le jeu vidéo. On va réaliser ensemble l'animation qui est en train de se dérouler sous vos yeux. Il s'agit d'une simulation d'infection virale dans un échantillon de sang qu'on serait en train d'observer au microscope. Alors, petit disclaimer, je ne suis pas du tout un médecin ou même un scientifique de manière générale. Je sais même pas si en vrai un virus peut s'attaquer à des globules rouges. Mais bon, on va mettre de côté l'aspect médical pour se concentrer uniquement sur l'aspect qui nous intéresse, la programmation. Alors, comment on va réaliser ça ? Eh bien, on va coder tout ça en JavaScript avec la librairie P5.js qui va grandement nous aider. Le rendu sera donc fait dans une page HTML. Pour plus de facilité et de clarté, moi j'ai fait le choix d'utiliser la programmation orientée objet. Alors, cette vidéo n'a pas vraiment pour but d'expliquer en détail ce que c'est, mais si jamais le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et je me ferai un plaisir de créer une future vidéo où j'expliquerai les fondements de la programmation orientée objet. P5.js, c'est donc une librairie JavaScript qui a pour vocation à rendre le développement accessible et inclusif au plus grand nombre. Ça va des débutants, en passant par les artistes, les profs, les designers ou encore les développeurs confirmés. Vous allez pouvoir réaliser des choses très basiques avec cette librairie, comme la création de formes primitives, à savoir des lignes, des cercles, des rectangles, etc. Mais vous allez aussi pouvoir réaliser des projets vraiment plus poussés comme ces différents exemples. D'ailleurs, bande de codeurs, si à la suite de cette vidéo vous souhaitez vous former à P5.js, je ne saurais trop vous conseiller l'excellente chaîne YouTube de Coding Train, où vous avez un gars gentiment barré qui réalise des projets de dingue avec une immense pédagogie. Je pense d'ailleurs que le gars doit vraiment être professeur. Moi je passerai des heures à regarder ses vidéos. Et d'ailleurs c'est ce que je fais. Bref, cette introduction étant faite, je vous montre le menu du jour et ensuite on attaque. Dans une première partie, on va poser les bases de notre projet et inclure la librairie P5.js. Ensuite, on va créer notre première classe dédiée aux globules rouges, on va l'instancier, on va l'afficher, on va la faire bouger, et surtout on va la dupliquer pour qu'on ait plein de petits globules rouges qui se baladent dans notre échantillon. Ensuite, on va créer notre classe virus, on va certainement faire un petit peu d'héritage, un des concepts de la programmation orientée objet, puis on va programmer le comportement d'attaque du virus. Essayer de faire en sorte qu'il arrive à cibler un globule rouge, qu'il l'attaque et qu'il le détruise. Et finalement, pour rajouter un petit peu d'interaction, on va faire en sorte que l'utilisateur puisse décider lui-même quand il va injecter le virus en appuyant sur une touche du clavier. Ok, vous connaissez le menu et cette fois, on est vraiment parti. On se retrouve donc dans VS Code, qu'on voit ici à gauche, avec notre navigateur internet, puisque le tout va être affiché dans une page HTML qui est ici à notre droite. Donc la première chose qu'on va vouloir faire, c'est créer une page HTML, enfin un fichier HTML qu'on va appeler index, et qui va contenir un code assez basique. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà créer les différents fichiers, et je vais réduire l'Explorer pour que voilà, vous puissiez vraiment bien voir le résultat dans le browser. Donc on va aussi avoir besoin d'un petit fichier CSS, dans lequel on mettra un petit peu de style, et on va également forcément avoir besoin d'un fichier JS qui sera un peu notre code principal, on va dire. Et voilà, je vais réduire ça et je vais un petit peu augmenter. Hop là, voilà, je vais un peu augmenter le browser pour qu'on puisse voir quelque chose de meilleure qualité pour vous. Alors ici, code extrêmement basique dans notre page HTML. Voilà, on inclut notre style CSS, on inclut bien évidemment la librairie P5.js directement via le CDN, et ce que l'on va faire, c'est qu'on va surtout pas oublier d'inclure notre script qui s'appelle main.js. Voilà, on sauvegarde ça. Et ce qu'on peut faire déjà, c'est qu'on peut exécuter pour voir. Voilà, ok, nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit peu de style.
Donc c'est du style CSS que j'avais déjà préparé pour qu'on ne perde pas trop de temps, je vous le commenterai rapidement. Donc voilà, en fait, il l'a déjà appliqué, on met le background en noir, et surtout, P5.js, quand on va l'exécuter, lui va créer un canvas dans notre page HTML, dans lequel va être affiché tout ce qu'on va lui demander d'afficher. Donc on dit juste que le canvas, tu me le positionnes correctement, tu me le centres en fait dans la page HTML. Donc ça, c'est bon. On va pouvoir commencer à coder directement notre programme. Ce qu'il faut savoir, c'est que P5.js a deux fonctions principales. Il a une première fonction qui s'appelle setup, qui, comme son nom l'indique, va être appelée une seule fois à l'initialisation du projet, et dans lequel on va pouvoir initialiser des variables, des constantes, etc. Et il a une deuxième fonction qui s'appelle draw, qui, à ma connaissance, n'a pas de paramètres. Et en fait, cette fonction draw, c'est là où va être affiché un petit peu, va être exécutée toute la logique, mais c'est surtout là où on va lui dire à P5.js d'afficher des choses dans le canvas. Cette fonction draw, il faut bien garder à l'esprit qu'elle est exécutée plusieurs fois par seconde. De mémoire, je crois que par défaut, c'est 60 fois par seconde. Donc, si vous voulez afficher des choses, il ne faut surtout pas le mettre dans le setup, parce qu'en fait, elles vont être affichées peut-être pendant une microseconde. Je ne sais même pas si nous, en tant qu'humains, on peut voir afficher le truc. Mais après, derrière, il y a la fonction draw qui est exécutée 60 fois par seconde par défaut. Et du coup, s'il n'y a rien de défini ici, eh bien, en fait, le canvas va être vide. Donc, en fait, ça va écraser ce qui a été fait dans la partie setup. Donc ça, voilà, il faut juste bien garder ça à l'esprit. Dans la partie setup, justement, on va créer notre canvas. Notre canvas, on va devoir lui dire je veux que tu me crées un canvas de tant de pixels en largeur et en hauteur. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer des constantes qui vont définir la largeur et la hauteur de notre canvas. Donc je vais créer une constante que je vais appeler width, tout simplement. On va dire que je veux que ça fasse 800 pixels de large. Et on va créer aussi une constante qu'on va appeler height, parfait, qui va être également de 800 pixels. Et ici, dans ma fonction setup, je vais appeler la fonction createCanvas, parfait, qui prend donc les deux paramètres que sont width et height. Hop. Et voilà. Donc si j'exécute, là, il ne se passe rien, mais c'est normal parce qu'on dit rien de... Enfin, on demande à P5.js juste de créer un canvas, mais il n'y a rien dedans. Maintenant, ce qu'on va faire, justement, c'est qu'on va tracer, on va créer notre cercle. Vous savez, le cercle bleu qui va donner l'impression qu'on est en train de regarder au travers d'un microscope. Donc, si vous avez bien retenu ce que je vous ai dit, quand on veut dessiner quelque chose, tout se passe dans la fonction draw. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, ça va être un petit peu notre background, finalement. Le cercle bleu, c'est quelque chose qui va tout le temps être dessiné, mais ça va être exécuté et appelé par la fonction draw, mais on n'aura pas besoin d'y retoucher. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer directement une fonction qu'on va appeler drawBG pour draw background. On va la définir juste en dessous. Voilà, comme ça. Et c'est ici qu'on va tracer justement notre cercle bleu. Alors, pour ça, en fait, on va dire à P5.js qu'on veut que la forme que l'on va tracer, on veut qu'il nous la remplisse avec la fonction fill, et on va lui passer une couleur. Alors, on peut passer, je crois de mémoire, un objet de type couleur, mais on peut également passer, comme ici, une chaîne de caractères. Et dans cette chaîne de caractères, vous pouvez mettre une valeur en hexadécimal, en RGB, vous pouvez même mettre le nom d'une valeur, genre red, green, blue. Moi, j'avais sauvegardé, j'avais mis de côté une petite valeur en hexadécimal, je n'oublie pas le dièse, qui va bien, c'est une espèce de bleu, un peu bleu ciel, qui donne ce fameux effet de luminosité qu'on peut avoir parfois quand on regarde au travers d'un microscope. Donc, voilà, on a défini ça. On va maintenant forcément tracer la primitive, donc le cercle. Donc pour tracer un cercle en P5.js, c'est extrêmement simple. Vous appelez juste la fonction circle qui va prendre 3 paramètres. Le premier paramètre, ça va être la position de son centre sur la coordonnée des x, donc sur la largeur. Le deuxième paramètre, ça va être les coordonnées en y de son centre. Et le troisième paramètre, ça va être le diamètre du cercle. Donc nous, en fait, vu qu'on veut qu'il soit centré sur notre canvas, on va tout simplement le faire afficher en width. Alors, pourquoi il ne me le propose pas? Ok. En width divisé par 2 pour que ça soit bien centré. On va vouloir qu'il me le mette, en height divisé par 2. Et on va dire que notre diamètre de cercle ne va pas faire exactement 800. La largeur de notre canvas, on va dire qu'il va faire 780 par exemple. Hop.
780. Et normalement, voilà, si j'exécute ça, on voit effectivement bien notre cercle bleu qui apparaît ici. Donc ça, c'est cool, on est presque bon, sauf qu'il va quand même falloir faire quelque chose d'autre, un petit peu tricky quand on ne connaît pas, mais vous allez voir, ça va se faire tout seul. Quand on va afficher les objets sur notre canvas, il faut vous rappeler que là, le canvas, en fait, en gros, il part de là et il fait un carré autour du cercle. Nous, quand on va afficher des choses, on ne veut pas que la partie noire, justement, on puisse afficher des choses dessus. C'est comme si on regardait dans un microscope, c'est uniquement ce qu'il y a dans la partie bleue, donc dans un peu l'oculus du microscope, je ne sais pas si ça se dit, qu'on va voir des choses apparaître. Donc on va devoir définir ce qu'on appelle un masque. Alors pour ceux qui jouent un peu avec Photoshop, et même pour les autres, parce que ça porte très bien son nom, un masque, ça va nous permettre de cacher certaines choses. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va devoir créer un masque qui a exactement les mêmes dimensions que notre canvas, mais on va lui dire, en gros, tu m'appliques un masque et tout ce qu'il y a dans la partie en noir, je veux que ce soit masqué, et on va découper un trou dans notre masque qui va être exactement le cercle bleu, de manière à ce que tous les éléments qui, par exemple, partiraient d'ici de notre canvas soient invisibles, mais que dès qu'ils rentrent dans notre cercle bleu, ils deviennent visibles. Donc en fait, pour faire ça, on va créer une variable principale qu'on va appeler masque. Et ce qu'on va faire, c'est que dans notre setup, puisqu'on a besoin d'initialiser ça au début, on va créer une fonction qu'on va appeler setMask, qu'on va écrire ici, function setMask. Parfait, elle est là. Alors si j'écris fonction correctement, ça devrait mieux marcher. Voilà. Et dans cette fonction, ce qu'on va faire, c'est que donc on va reprendre notre variable définie plus haut masque et on va lui dire crée-moi un graphique. Donc c'est createGraphics qui va avoir pour dimension parfait width et height. Merci VS Code. Donc là, en gros, on va lui dire mon masque, je veux qu'il ait exactement les mêmes dimensions que mon canvas, mais c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. On va lui définir un background. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu les masques, tout ce qui est en noir justement c'est ce qui est masqué et ce qui est en blanc ou vide ou découpé c'est justement ce qui va être visible. Donc là dans notre masque on lui applique la méthode background et on va lui dire bah tiens là on va lui passer une couleur mais sous forme de chaîne de caractères, on va lui dire black. Ensuite je vais appliquer, alors ça je me suis rendu compte que c'était utile parce que des fois sinon si on ne le mettait pas ça ne marchait pas. Je vous avoue que je ne sais pas trop pourquoi il faut lui mettre un no stroke. Le stroke en fait c'est la ligne, quand vous dessinez une forme, par exemple un cercle, vous pouvez dire que la stroke elle a 2 pixels de large ou une couleur. Donc ça voilà, c'est quand même bien de le mettre. Mais après, ce qu'il y a de plus important, c'est la méthode qui s'appelle erase. On a une méthode qui s'appelle erase et on a également une méthode qui s'appelle noErase. Et en gros, ce qui va figurer entre ces deux lignes de code, ça va être ce qu'on va lui demander de découper. Et nous, on va lui demander de découper exactement le même cercle qu'on voit ici. Donc en fait, ce qu'on va reprendre, c'est qu'on va reprendre exactement la ligne de code qu'on a écrite ici. Donc, et surtout, on va l'appliquer au masque. Il ne faut pas oublier de faire ça. Donc on fait un masque.circle de cette chose-là. Et normalement, si on sauvegarde, là, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, déjà, 1, parce qu'on a oublié de faire quelque chose, et 2, parce que on n'affiche rien vraiment sur notre écran, donc on ne peut pas voir le masque en action. La dernière chose qu'on a oublié de faire, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit, je vois ici, par exemple, qu'il y a une erreur. Vous voyez, dès le début, vous avez du ticket chez vous, vous devez hurler depuis tout à l'heure. Ici, bien évidemment, c'est drawBG qu'il faut écrire. Je pense que j'ai été trop vite. Et bravo à ceux qui l'auraient noté. Donc ici, ce qui manque, juste en dessous de drawBG, c'est justement d'appliquer le masque. Parce que là, en fait, on l'initialise, mais on ne l'applique pas à draw. Et puis, il faut qu'il soit tout le temps appliqué quand la fonction draw est écrite. Donc pour faire ça, en fait, on a une fonction qui s'appelle image, qui en gros dit, applique-moi une image. Et en fait, on va lui appliquer l'image basée sur le masque. Et on va lui dire, tu t'affiches en coordonnées 0, 0. Donc en gros, on a un masque qui fait 800 par 800, et il va se créer exactement au début de notre canvas, qui doit se situer par ici, et ça va être appliqué, donc c'est comme si le masque va être parfaitement collé à notre canvas. Ce qui fait que maintenant,
si on sauvegarde, on ne verra toujours rien, mais je peux vous garantir que le masque est correctement appliqué et que tous les objets affichés qui seraient affichés sur cette partie-là ne seraient pas visibles. Ok, là on est pas mal, on va juste finaliser quelques petites choses pour cette première étape. On va commenter notre code. Hop, alors qu'est-ce qu'il m'a fait? On va mettre ça, voilà, ici. Donc ici, c'est le programme principal. On va rajouter aussi des commentaires dans la partie setup pour dire que voilà, si on a besoin d'initialiser des choses, eh bien on va le faire ici. On va faire la même chose pour la partie draw. Alors on va faire ça, voilà, on va faire ça entre les deux. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc tout ce qu'on va gérer, donc un peu la logique de notre code va être entre ces deux parties-là. Et enfin, pour pas qu'on se mélange trop les pinceaux, comme j'ai failli le faire, ici, on va dire que ce sont toutes nos fonctions outils. Donc si on a besoin de définir d'autres fonctions, on pourra les mettre dans cette partie-là. Et voilà, on est tout bon et notre projet est correctement seté pour qu'on puisse poursuivre tranquillement. Ok, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement créer notre première classe concernant les globules rouges. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre au début de notre programme. Alors, si on voulait faire les choses vraiment bien, on pourrait plutôt définir des classes dans des fichiers séparés. Ce qu'on va faire pour rester un petit peu simple pour l'instant, on va tout définir dans notre main.js, mais vous auriez la possibilité de créer un fichier JS par classe et on va dire que ça serait un petit peu mieux organisé. Mais bon, pour ce coup, on va quand même tout faire au même endroit. Donc on va définir une classe qu'on va appeler globule rouge. Voilà, qu'on va mettre ici. Et alors encore une fois, c'est pas un cours sur la prog objet, mais voilà, je vais peut-être rappeler certaines petites notions. On va définir ici notre constructeur. Donc le constructeur, c'est la fonction, enfin la méthode qui est appelée automatiquement quand on va instancier la classe globule rouge, donc quand on va créer un objet. Et en fait, dans notre constructeur, voilà, notre globule rouge va avoir différentes propriétés. Alors déjà, on va lui créer une propriété qui va être posX, donc qui va être sa position en X, comme vous l'aurez compris. Il va également avoir une position en Y. On va également lui donner une vélocité en X et en Y. Donc la vélocité, c'est un peu la force de déplacement. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper tout en parlant, c'est pas toujours évident. Donc il a une vélocité en X, il a une vélocité en Y, et il va également avoir une couleur et une taille. Donc en fait, on va lui créer une couleur. J'avais déjà enregistré auparavant une couleur qui va bien, donc pareil, chaîne de caractères en hexadécimal. Alors, vous allez voir, par défaut, j'ai pas fini de compléter mes lignes, mais vous allez comprendre pourquoi. Enfin, ceux qui connaissent bien la prog objet l'auront deviné. En fait, on va attribuer la valeur des paramètres du constructeur à ses propriétés. On va y venir dans quelques secondes plutôt. Donc on a défini une couleur. On va également définir, pour que ça ait un peu de gueule, on va dire, on va lui définir une couleur de bordure. Voilà, pour que ça ait des graphiques un petit peu plus sympas. Même si, voilà, on n'est pas en train de faire un Counter-Strike ou un jeu vidéo hyper poussé, mais voilà, c'est quand même un petit peu de gueule. Donc une couleur de bordure, et on va également lui attribuer une taille, on a dit. Alors, ce qui va être intéressant, pour pas non plus que tous les globules rouges se ressemblent exactement, alors un globule rouge, normalement, est relativement identique à un autre, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même lui définir une taille qui va être un petit peu aléatoire. Et pour ça, on va utiliser la fonction qui s'appelle random, à laquelle on passe deux paramètres, donc la valeur minimale, et la valeur maximale entre lesquelles il va devoir choisir un nombre aléatoire. Donc en fait, notre globule rouge, ça va être pareil, ça va être une primitive de type cercle, donc ça va être un cercle, et là, ce qu'on dit en fait, c'est que la taille, ça va être son diamètre. Maintenant, quand on va créer un globule rouge, justement, au moment où on va le créer, on va lui passer des paramètres. On va lui passer déjà ses coordonnées, et on va lui passer aussi sa vélocité, donc sa vitesse de déplacement selon les deux axes. Et justement, c'est ici qu'on va initialiser les différentes propriétés du globule rouge. Donc, hop,
ça c'est égal à y, ça c'est égal à vel de x, et ça c'est égal à vel de y. Ok, donc voilà, notre globule rouge, on a créé la classe. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que, pour vérifier un peu que ça marche, on va créer, pour l'instant en tout cas, une variable globale de type globule rouge. Donc ici, on va définir un globule, on va dire qu'il il va s'appeler mon globule. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer l'objet, donc on va instancier la classe dans la fonction setup, donc dans la fonction initialisation, et ici on va dire mon globule est égal à new, est-ce qu'il va me le trouver? Oui, à new globule rouge. Hop, on va mettre ça à la ligne. Et ce qu'on va faire, c'est que donc là on va devoir lui passer différents paramètres. On va lui passer donc les positions en X et en Y. Donc là, pareil, on va vouloir faire en sorte que ce soit affiché selon certains endroits. Donc, on va dire, tu me l'affiches de manière aléatoire entre 1 et la largeur de mon canvas. Tu vas faire la même chose en Y. Hop. Donc là, c'est height. Alors, ce sont les mêmes valeurs, mais voilà, toujours bien définir les bonnes valeurs au cas où on devait changer justement les valeurs, les constantes de notre canvas. Et enfin, on va lui définir également, on a dit donc sa vélocité en X et en Y. Alors ça, c'est important pour pas que nos globules rouges soient trop, quand on va en créer plusieurs, pour pas qu'ils se déplacent tous à la même vitesse, qu'ils aient tous la même taille, etc. Donc ça, c'est quand même bien pour rajouter un petit peu d'aléatoire finalement, pour que ce soit un petit peu plus crédible entre guillemets dans la simulation. Voilà, donc là on a créé notre classe et on a instancié notre premier globule rouge et on va voir comment on va pouvoir l'afficher. Et pour afficher notre globule rouge, en fait on va lui créer une méthode qu'on va appeler, je vous le donne en 1000, afficher. Donc la méthode, on va l'écrire juste en dessous du constructeur. Elle va s'appeler afficher. Et c'est là qu'on va justement faire un petit peu ce qu'on a fait avec le cercle tout à l'heure pour le cercle global, sauf que là, ça va être uniquement appliqué au globule rouge. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, donner une épaisseur, une largeur au bord du globule rouge. Donc je me suis rendu compte que la valeur de 2 allait bien, par défaut c'est juste 1 pixel, mais comme ça sera un petit peu plus visible et on verra justement la couleur qu'on a définie ici. Donc on lui applique une stroke weight à 2 et on va lui dire que la couleur de sa stroke, donc de sa bordure, eh bien c'est ce qu'on a défini ici, donc ça va être 10.color. On va également lui mettre une couleur de remplissage qu'on a aussi définie juste au-dessus. D'ailleurs je me suis trompé, c'est pas 10color ici, c'est 10border. Et c'est ici, par contre, dans Fill, qu'on met 10color. Voilà. Et la dernière chose, c'est qu'on va devoir justement faire afficher notre globule rouge. Et si vous vous rappelez bien, comment est-ce qu'on fait afficher un cercle? On utilise la fonction circle de P5JS. On va lui indiquer la position en X, en Y, qui, je le rappelle, sont les centres du cercle. Et on va lui afficher la taille. Donc là, on a absolument tout ce qu'il nous faut. On a 10.posX, 10.posY et on a 10.size. Voilà. Et maintenant, la dernière chose qu'il va falloir faire, bien évidemment, vous vous rendez compte que si là on enregistre, on sauvegarde, il ne se passe rien, et bien tout simplement parce qu'il faut pouvoir appeler la méthode afficher sur notre objet qu'on a créé juste en dessous qui s'appelle mon globule. Donc là, petite question pour vous, où est-ce qu'à votre avis il faut appliquer cette méthode? Eh bien non, il ne faut surtout pas la mettre dans Setup, sinon ça ne marchera pas, bien évidemment, il faut la mettre dans Draw. Donc dans Setup, on a initialisé notre objet monGlobule en instanciant la classe globule rouge, et ici, dans la partie entre les commentaires affichage, on va appeler notre objet monGlobule, et on va tout simplement lui appliquer sa méthode afficher. Et normalement, si on n'a pas fait d'erreur, voilà, on voit justement que on a bien notre globule rouge qui apparaît ici.
Et si jamais on réexécute, on voit qu'il apparaît à différents endroits. Là, par exemple, il n'est pas affiché parce qu'en fait, il est certainement, enfin pas certainement, il est derrière le masque à un endroit. Mais voilà, si je réexécute, si je re-sauvegarde, on voit bien que ça apparaît à des endroits différents. D'ailleurs, vous remarquez peut-être que le bord de notre cercle ici est rouge. Et en fait, c'est parce qu'on a oublié de faire un truc au début, quand on a défini notre draw background, c'est qu'en fait ici, pour pas qu'il y ait de problème, il faut qu'on lui définisse aussi une couleur au niveau de son stroke. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement appliquer la couleur black au stroke, et normalement, voilà. Si on sauvegarde, on voit que ça a disparu. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la partie draw, P5.js, il va vraiment exécuter les instructions les unes derrière les autres. Et en fait, on lui dit de dessiner le draw BG, le draw background, mais ici, on n'avait pas défini de couleur de stroke. Et derrière, on lui dit d'afficher un globule pour lequel, dans sa méthode affichée, on a bien un stroke de la couleur qu'on lui a définie, ce qui fait qu'il tourne, et quand il revient dessiner le draw BG, comme on lui a pas défini une couleur de stroke, eh ben, il applique la dernière qu'il a en mémoire, c'est-à-dire la couleur du globule rouge. Donc vous voyez, c'est toujours important d'essayer de bien regarder, de bien faire les choses dans l'ordre, sinon on a des petites erreurs comme ça. Alors là, c'est juste une erreur d'affichage et rien de grave, mais voilà, on sait comment on peut résoudre ça. Ok, donc maintenant, on va enfin ajouter un peu de mouvement à tout ça en faisant se déplacer notre globule rouge. Donc pour ça, on va retourner dans sa classe et on va lui définir une nouvelle méthode qui va s'appeler, on va l'appeler comportement, parce que je ne sais pas encore, dans son comportement elle va se déplacer, a priori le globule rouge ne devrait faire que se déplacer, mais voilà, on va appeler la méthode, si j'arrive à l'écrire correctement, voilà, comportement, et dans laquelle on va justement décrire le déplacement, comment elle va pouvoir se déplacer. Alors pour se déplacer, en fait, il va tout simplement falloir modifier sa position en X et en Y grâce à la vélocité qu'on a définie juste ici. Donc ce qu'on va dire, c'est qu'à chaque fois que la méthode comportement va être appelée, on va redéfinir la position en X en lui disant, eh bien ta position en X, tu vas la garder, mais tu vas lui ajouter ta vélocité. Ta vélocité, bien évidemment, en X. On va faire exactement la même chose pour sa position en Y, à laquelle on va ajouter la vélocité en Y. Et on va exécuter ça. Attends, est-ce qu'on exécute ça? Oui, on va exécuter ça. Alors là, évidemment, il ne va rien se passer. Vous l'aurez compris, il faut qu'on puisse justement appeler cette méthode comportement. Donc bon, là je pense qu'il n'y a rien de surprenant pour vous. On va l'appeler juste derrière afficher. Alors là il va se passer un petit truc un peu bizarre. Normalement ça devrait bouger, mais on va voir. Alors là, elle doit être, voilà. Là on a vu que ça bouge, effectivement ça se déplace, mais par contre elle est partie. Enfin le petit globule rouge est parti et on ne le revoit plus. Si je réinitialise, on voit que c'est toujours un peu la même chose. Hop, donc là il devait être en bas, là aussi voilà, donc là il est au-dessus, on voit bien les vitesses sont différentes, donc on voit déjà que nos fonctions random fonctionnent correctement, seulement il y a un problème. Là actuellement, les globules rouges, ils se déplacent, ils se déplacent, ils se déplacent, et ils se perdent très très loin, bien en dehors du canvas. Donc en fait ce qu'il faut faire, c'est que dans la méthode comportement, il faut justement pouvoir lui dire, non attends, si jamais tu sors de l'écran, eh bien tu te replaces à un endroit que je vais t'indiquer. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier la position en X du globule et on va lui dire si jamais tu es sorti de l'écran, eh bien tu reviens au début du canvas. Donc pour faire ça, ici dans comportement, on va juste faire un test sur chacune des positions. On va lui dire que sa position en X, on va utiliser une condition ternaire, je crois que ça s'appelle, si je ne dis pas de bêtises. On va lui dire que sa position en X, on va tester justement si elle est supérieure au bord du canvas, donc avec la constante width. Donc on fait si ta position en X est supérieure à width, dans ce cas, tu reviens à 0. Sinon, il n'y a pas de problème, tu gardes ta position en X. Hop. Et on va faire exactement la même chose en Y. Alors on fait toujours gaffe parce que moi je suis le champion quand je copie-colle des lignes de code pour oublier des paramètres. Donc là c'est height. Et ici,
à la fin, on ne se plante pas, je ne me plante pas et je mets bien Y. Et là, normalement, avec ça, si on exécute le code, alors il faut que je décommente cette méthode, et normalement, donc là elle est sortie de l'écran, et vous avez vu, elle est réapparue au-dessus. Donc là aussi, donc on voit que ça marche bien. Dès qu'elle descend en Y, elle se repositionne à 0 sur l'axe des Y, et dès qu'elle sort sur l'axe des X, elle se repositionne correctement. Donc là, en fait, ça nous permet de ne pas avoir à recréer je ne sais pas combien d'objets, on n'en a qu'un seul, et puis on triche un petit peu, on sait que dès qu'il sort de l'écran, paf, on va le replacer juste là, et le masque, pour le coup, nous est bien utile. Donc maintenant, notre petit globule rouge se déplace bien, il se replace bien quand il sort de l'écran, et bien maintenant, il est temps de lui ramener des copains, et on va justement créer plusieurs globules rouges. Alors la première chose qu'on va faire, c'est que dans la partie des constantes, on va définir une nouvelle constante qui va justement nous permettre de définir le nombre de globules rouges qu'on veut faire afficher à l'écran. Donc on va l'appeler NBGR pour globule rouge. Et on va lui dire, voilà, dans un premier temps, on va en faire afficher 80. On peut en faire afficher plus. Alors, il est possible que chez moi, enfin sur la vidéo du coup que vous êtes en train de regarder, ça lag un petit peu. Alors, c'est pas des problèmes de perf, c'est juste un problème de perf au niveau de mon laptop qui enregistre et fait tourner ça en même temps. Donc voilà, je vais limiter en mettant que 80, mais vous, chez vous, vous pouvez tout à fait en mettre 120. Et si vous avez une bête de compétition, peut-être que vous pouvez en mettre 120, 130, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai défini ici ma constante. Alors maintenant, par contre, je ne vais plus avoir de variable globale mon globule, mais ça va être une variable globale. Ça va être en fait un tableau qu'on va appeler globule rouge, puisqu'on va en avoir plusieurs. Donc on définit ici un tableau. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va forcément devoir modifier également ici au niveau de l'instanciation, donc de la création des globules. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir créer, en fait on va tourner, on va faire une boucle dans laquelle on va insérer à chaque fois un globule dans notre tableau. Donc ici, dans la partie initialisation, on va faire une boucle pour, alors, hop, for var i égale 0, i est inférieur à NBGR, et enfin, tu incrémentes i. Hop. Et donc là-dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler notre... enfin plutôt, on va exécuter la méthode push sur notre tableau globule rouge. Donc push, ça permet d'ajouter un élément au tableau. Et en fait, dans cette méthode push, on va tout simplement lui passer en paramètre la création d'un globule. Donc en fait, on va lui passer ça. Hop, ce qu'on a défini ici, on va dégager ça puisqu'on n'en a plus besoin. Et on met ça ici, on essaie de bien indenter les choses. On enlève le point virgule. Et normalement, voilà, alors il n'y a plus rien qui s'affiche. Normalement, on doit avoir une erreur. Non, on doit pas. Si, on doit avoir une erreur, puisque mon globule n'existe plus. Donc la dernière chose qui reste à faire maintenant, c'est au niveau de l'affichage ici. Eh bien pareil, on va faire une boucle, exactement la même, où on va lui dire, dans la fonction draw, ce que tu vas faire ici mon coco, c'est que tu vas parser tous les éléments qu'il y a à l'intérieur de mon tableau, et tu vas m'exécuter les méthodes. Donc on sait que dans le tableau, il n'y a que des globules rouges. Donc en fait ici, on va faire... Oula, j'ai mis mon clavier en japonais, je suis désolé. Oui, j'apprends le japonais aussi. Enfin, bon, bref, ça c'est une autre histoire. Donc, on exécute, enfin plutôt on appelle notre tableau et on lui dit, à l'index i de mon tableau globule rouge, donc je tombe sur un globule rouge, vraiment un objet globule rouge. Déjà, tu me l'affiches. Oula, afficher, voilà. Et ensuite, tu m'exécutes, tu m'appliques la méthode comportement. On va effacer ça. Et normalement, si j'ai pas commis de bêtises, tadam, ça c'est toujours magique, hein, ça c'est l'effet vraiment magique la première fois quand ça arrive. Donc là, on a nos 80 globules rouges qui ont été correctement instanciés et on leur applique à chacun un comportement. Alors qui n'est pas différent, c'est le même comportement et c'est la même méthode affichée, seulement comme ils ont des propriétés qui sont
qui sont différentes. Ils ont une taille qui sont différentes et ils ont surtout une... alors, je suis pas au bon endroit. Tac, tac, tac. Attendez, voilà, je ne dis pas de bêtises. Ils ont une vélocité qui est différente et ils ont une taille qui est différente. Ce qui fait que... alors, la taille, c'est très succinct. C'est entre 35 et 40 pixels, donc on ne le voit pas forcément. Mais par contre, on voit clairement que leurs vélocités en X et en Y sont différentes. Ce qui crée justement cet effet un peu de simulation où ils n'ont pas exactement le même comportement. Et ce qui est... alors, je sais pas pour vous, mais moi, quand je vois ça à chaque fois, je me dis « oh, mais c'est tellement bien, quoi ». C'est tellement bien, le code fonctionne, on est content, on a réussi à faire ce qu'on veut. Donc voilà, pour la première partie des globules rouges, on est bon. Et maintenant, on va passer à la création du vilain virus. Alors pour la partie virus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une classe qui va être très très similaire à la classe globule rouge. Alors, ça va peut-être un peu choquer ceux qui ont l'habitude, notamment de la programmation orientée objet, mais je le fais comme ça dans un premier temps, pour justement un peu les novices, pour qu'on y aille étape par étape. Donc, juste en dessous de ma classe globule rouge, je vais créer une autre classe virus. Donc, je l'ai copié-collé. C'est très, très, très similaire à la classe globule rouge. Vous voyez que c'est même quasiment exactement la même chose, si ce n'est la couleur est différente. Et on a également la taille qui est différente. J'ai volontairement fait un virus qui est plus petit. Alors, encore une fois, hein, je ne suis pas médecin, je ne suis pas du tout dans la réalité, quelles sont exactement les échelles virus versus globule rouge, mais bon, on s'en fiche un petit peu. Et on a également une méthode affichée qui est, encore une fois, extrêmement similaire à la méthode affichée des globules rouges. Donc là, on définit notre classe virus, et ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir justement déclarer un virus. Alors, on va le déclarer ici, on va l'appeler virus, hein, tout simplement. On va devoir, vous l'aurez deviné, l'instancier, donc dans la partie setup, donc juste en dessous de l'instanciation de tous nos globules rouges, pardon, on va instancier notre virus, donc on va le créer ici. Donc on va dire que virus est égal à new virus, et dans lequel on va dire qu'on va l'initialiser pile au centre du canvas. Donc comme tout à l'heure, on va dire width divisé par 2, on va dire 8 divisé par 2 également, et on va lui passer une vélocité. Pour l'instant, on va dire qu'il bouge pas pour l'instant, notre petit virus. Donc voilà, il est initialisé, et maintenant, il va falloir l'afficher. Donc on descend, on va dans la partie Draw, et en dessous de l'affichage des globules rouges, on va faire afficher notre virus en lui appelant la même méthode qui s'appelle afficher. Et donc là, normalement, alors je vais relancer mon serveur, je l'avais arrêté pour éviter que ça rame trop. Et voilà, donc là on voit bien, on a nos globules rouges qui défilent, et on a bien au centre de l'écran notre petit virus. Alors, ce qu'on va faire maintenant, avant d'aller plus loin, c'est qu'on va faire un petit peu de refactoring de notre code. Je disais tout à l'heure que ceux qui ont un peu l'habitude auront peut-être été surpris par ma manière de faire. Clairement, là, ce que l'on constate, c'est que les classes globules rouges et virus sont extrêmement similaires. Elles ont les mêmes propriétés, elles ont la même manière de s'afficher, donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et là, en fait, il y a une autre notion qui est très importante en programmation orientée objet qui s'appelle l'héritage. L'héritage, en fait, comme son nom l'indique, c'est qu'en fait, on va faire une hiérarchie des classes où on va avoir une classe mère qui va permettre à ces classes filles d'hériter de ses propriétés et de ses méthodes. Et là, en fait, ce qu'on peut faire, c'est que, comme on voit que globules rouges et virus ont des comportements et surtout des propriétés très similaires, eh bien, on va faire une classe mère à ces deux classes qu'on va appeler, par exemple, organisme, et ensuite, globules rouges et virus vont hériter de cette classe organisme. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va créer ça. Donc on va pas perdre trop de temps, je vais copier-coller du code que j'avais déjà préparé, mais je vais vous le commenter. Donc ici, tout au-dessus, on va définir notre nouvelle classe mère qui s'appelle organisme. Alors organisme, qu'est-ce qu'elle a de nouveau par rapport aux autres classes? Dans son constructeur, elle a exactement les mêmes propriétés, si ce n'est que comparé aux classes globules rouges et virus, pardon, je vais y arriver,
qui n'ont que leur position en X, en Y et leur vélocité, on a rajouté à organisme trois paramètres qui sont la couleur de bordure et la taille. Et en fait, on se rend compte que ce sont des paramètres qu'on rajoute ici à la classe mère parce que ce sont des paramètres qui ont des valeurs différentes dans les classes phi. On a vu qu'un virus et des globules rouges n'ont pas la même couleur de bordure et n'ont pas la même taille. Donc c'est important de pouvoir le mettre à ce niveau-là. Et au niveau du constructeur, justement, quand on définit les propriétés couleur de bordure et taille, on va leur passer en valeur les paramètres ici. Chose qu'on faisait directement en dur dans la classe globule rouge. Ici, on attribuait directement des valeurs très précises. Et dans la classe virus, également là, on attribuait des valeurs très précises. Donc là, en fait, ça nous permet de faire une espèce d'abstraction en définissant ça ici. Au niveau de l'affichage, par contre, là, on fait bien de factoriser un peu le code en définissant une classe mère organisme, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est exactement le même code, en termes d'affichage en tout cas. Donc maintenant, on va devoir modifier un petit peu nos classes, et elles vont être allégées, nos classes phi. Donc en fait, la classe globule rouge, pour dire qu'elle va hériter de l'organisme, on va utiliser un mot-clé en P5.js qui s'appelle extends. On dit qu'en fait, la classe globule rouge étant la classe organisme, en fait, en gros, elle hérite de la classe organisme. Donc on dit classe globule rouge extends organisme. Voilà, il me le propose juste ici. Et le constructeur va être un petit peu différent. Notre constructeur, ici, ce qui va se passer, c'est que on va lui dire, quand on va créer un globule rouge, on va toujours lui passer les paramètres de base, qui sont sa position en X, en Y, la vélocité X, la vélocité Y. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler le constructeur de la classe mère avec un mot-clé qui s'appelle super. Donc en fait, en gros, ça veut dire exécute-moi la méthode constructeur de la classe mère qui est organisme. Donc en fait, on fait super, et là-dedans, on va lui passer tous les paramètres de la classe, enfin tous les paramètres de la méthode constructeur de la classe mère. Donc en gros, on va reprendre exactement les paramètres ci, puisque ça ne change pas. On veut exactement que quand l'utilisateur va instancier un globule rouge, on lui passe bien les paramètres que lui nous a définis quand il a créé son objet. Mais par contre, on va pouvoir appliquer les trois autres paramètres du constructeur de la classe organisme, que sont la couleur de bordure et la taille. Donc en fait, c'est exactement ce qu'on avait mis juste avant. Alors je l'avais copié-collé encore une fois pour ne pas perdre de temps, mais c'est ce qu'on avait mis dans le constructeur de la classe globule rouge. Donc en fait, c'est la couleur de bordure et la taille. Et on n'oublie pas le petit point virgule à l'arrivée. Alors, je récapitule au cas où. On définit notre classe globule rouge qui étant la classe organisme. Quand on va créer un globule rouge, on n'aura toujours que 4 paramètres à lui passer, sa position en X, en Y, sa vélocité en X, sa vélocité en Y. Avec ça, dans son constructeur, on va appeler le constructeur de la classe mère, donc qui est la classe organisme, auquel on va passer les 4 paramètres qui ont été définis ici. Et en plus, comme on sait qu'ici on se trouve dans un globule rouge, on va lui passer des propriétés bien propres au globule rouge, sa couleur un peu rouge, enfin rosée, sa couleur de bordure qui est rouge plus foncé, et on va lui passer sa taille qui va être comprise entre 35 et 40 pixels de diamètre. On va faire la même chose pour la méthode affichée, sauf que ça va être beaucoup plus facile. Sa méthode affichée, on va juste appeler la méthode affichée de la classe mère en faisant super affiché. Point, on n'en parle plus, c'est terminé. Et pour le comportement, pour l'instant, on laisse comme ça parce que le globule rouge a un comportement qui lui est propre, il se déplace d'une certaine manière, et on fera certainement la même chose pour le virus. Le virus, on y vient. Donc ici, virus extends organisme, c'est le même principe. Et pour son constructeur, eh bien en fait, c'est exactement la même chose. Je copie-colle le petit bout de code que j'avais préparé pour ne pas perdre de temps. Dans la méthode constructeur de la classe virus, hop, on appelle le constructeur de la classe organisme, on passe toujours les 4 paramètres comme tout à l'heure, et ici, on passe les 3 paramètres qui sont propres au virus, à savoir sa couleur de remplissage verte claire, sa couleur de bordure vert un peu plus foncé, et sa taille qui est comprise entre 10 et 15 pixels de diamètre. On sauvegarde ça, et normalement, ce qui se passe, c'est que ça n'a absolument rien changé. Alors, il faut que je relance mon serveur. Comme tout à l'heure, je l'avais arrêté pour voilà, qu'il n'y ait pas de problème. Et en fait, vous voyez que
rien n'a changé. Tout ce qu'on a fait ici, c'est réorganiser notre code un peu plus proprement justement en appliquant le concept d'héritage sur nos classes pour que ce soit un petit peu plus clean et que ça ait une meilleure gueule, on va dire, dans notre code. Ok, bande de codeurs, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Alors on va rentrer dans une partie qui est un petit peu tricky, mais je vous fais confiance, si vous êtes restés jusque-là, c'est que vous êtes des vrais, donc à mon avis ça va se passer tout seul. On va s'attaquer à la partie détection des globules rouges par rapport au virus. Donc il faut qu'un virus puisse détecter un globule rouge. Je rappelle le fonctionnement, donc on a des globules rouges qui se baladent. Le virus va détecter un globule rouge, il va le déterminer comme étant une cible, il va le rejoindre, il va le tuer, puis il va se dupliquer. Et après, son double va aller à lui-même infecter un autre globule rouge, etc., etc. Donc en fait, là, on va mettre en place tout ce qui va nous permettre justement de détecter la cible pour les virus. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans notre classe globule rouge et on va lui définir une nouvelle propriété dans son constructeur, donc qui se trouve ici. On va lui définir une propriété. Donc là on la met ici, hein, juste je fais un petit aparté, on la met dans le globule rouge parce que c'est quelque chose qui est propre au globule rouge, mais si c'était quelque chose de commun au globule rouge et au virus, on la mettrait dans la classe organisme. Allez, je laisse ça de côté. Donc ici on va définir une propriété qu'on va appeler tracked et qu'on va définir à false. En fait, cette propriété va tout simplement définir que le globule rouge, au moment où il va être créé, il est traqué par aucun virus. Le pauvre, hein, dès qu'il naît, entre guillemets, il faut qu'il ait la paix, on va dire. Donc par défaut, il a sa propriété tracked qui est à false. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui créer à ce petit globule rouge quelques méthodes supplémentaires qui vont nous être vraiment très utiles pour la suite. La première méthode qu'on va lui créer, c'est isTracked, qui va justement nous permettre de savoir s'il est traqué. Et ça va nous être super utile. Pourquoi ? Ça va nous être très utile parce que lorsqu'on va créer un ou des virus, ils vont devoir justement choisir des globules rouges qui vont infecter et il ne faut pas qu'ils aillent traquer un globule rouge qui est déjà traqué par un de leurs copains virus. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cette méthode-là. Donc cette méthode, elle est toute simple, hein. Elle le remplace. Elle retourne la propriété tracked du globule rouge. Ensuite, on va faire une autre méthode qui est un petit peu similaire, mais dans l'autre sens, qui s'appelle setTracked. Donc, qui, comme son nom l'indique, va définir que le globule rouge en question est traqué. Donc là, ici, on va tout simplement modifier sa propriété tracked à true. Et on va même rajouter un petit truc, on va rajouter un petit print qui va nous aider à débugger un petit peu. Et on va dire que donc c'est un globule rouge qui est en train de parler et il va dire « je suis traqué » avec des points d'exclamation parce qu'il a les jetons et il risque de se faire tuer. Et enfin, on va créer une autre méthode dont on se servira un petit peu plus tard, mais on va quand même la mettre ici. C'est une méthode qu'on va appeler setAttack. Bon, vous voyez que VS Code me propose ce nom parce qu'évidemment j'ai préparé cette petite vidéo avant de vous la montrer. Je fais pas ça dans le vide parce que sinon on passerait des heures dessus. Donc setAttack qui va définir une propriété attacked au globule rouge et qui va être définie à true quand il est en train d'être attaqué. Et donc là, on va également le faire parler pour pouvoir débugger ça après plus facilement. Donc là, c'est toujours le globule rouge qui parle. Un globule rouge et qui dit je suis attaqué. Hop, avec des points d'exclamation parce qu'il a toujours super peur. Ok, donc là, on est pas mal au niveau des globules rouges. Maintenant, il va falloir aussi implémenter des choses dans le virus. Le virus, il faut qu'il ait une cible. Alors on va lui initialiser une propriété cible sur son constructeur, mais par défaut, quand il est créé, le virus, au tout début, il n'a pas de cible. Donc en fait, on va lui définir sa propriété cible à null. Donc rien du tout. Et on va lui créer cette fois une méthode comportement qui va permettre justement de définir cette cible-là au moment où il est créé. Donc, d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte, bande de codeurs, peut-être que vous avez hurlé devant votre écran que la méthode affichée de mon virus n'est pas correcte, puisque normalement, ça devrait être super.affiché, puisqu'on appelle la méthode
de sa classe mère. Je vérifie si j'ai pas fait d'autres bêtises, je crois que c'est bon. Hop, si vous l'aviez noté, bravo, vous êtes des chefs. Donc ici, je vais définir ma méthode comportement qui est propre au virus, puisqu'on est dans la classe virus. Et on est parti. On va mettre un petit commentaire pour dire que ici, en premier dans son comportement, parce qu'il va avoir un comportement qui va être un petit peu plus long, un petit peu plus tricky, on va dire que son premier comportement, c'est de cibler un globule rouge. Alors, on est parti. Ce qu'il va falloir faire, c'est que, comme vous vous rappelez, la méthode comportement des globules rouges, mais aussi des virus, elle est dans notre méthode draw. Donc ça veut dire qu'elle est appelée en permanence. Donc, au moment où elle est appelée, il faut pouvoir savoir si notre virus a une cible ou pas dans son collimateur. Donc, la première chose à faire, s'il n'en a pas, c'est de lui en créer une. Donc, on va vérifier ça en lui disant if cible, if this cible est égal à null. Donc, en gros, si tu n'as pas de cible, et bien là, il va être temps de t'en trouver une. Alors, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va définir une variable qu'on va appeler cible. Et on ne sait pas encore trop comment, mais on va créer une fonction outil qui va nous permettre de nous renvoyer un globule rouge qui est sain, donc qui n'est attaqué par aucun virus. On va l'appeler getNext globule rouge sain. Alors pardon, je mélange un peu l'anglais, le français, c'est peut-être pas très bien, mais voilà. Donc là, si tu n'as pas de cible, eh bien ta cible, ça va être le résultat de cette fonction outil qu'on va créer, qui est getNext globule rouge sain. Ok. Donc, on descend un peu. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que quand on va exécuter cette fonction outil, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller regarder dans notre tableau de globules rouges et retourner le premier globule rouge qui est sain, donc qui n'est pas attaqué. Mais il y a quand même la possibilité qu'il n'y ait plus de globules rouges sains, parce qu'ils sont tous en train d'être attaqués ou ils sont tous morts. Donc, il faut quand même ici qu'on mette une condition qui dit si cible, donc la variable qui est ici, qui nous est retournée par la fonction, est nulle, en fait, en gros, c'est pas bon. Donc, en fait, on va dire si ma cible est différente de nulle, donc si tu m'as effectivement bien détecté un globule sain, eh ben, j'initialise cette cible à ta propriété cible. Donc, this cible est égal à cible. Et on va même mettre un petit print. Pardon. On va mettre un petit print, un petit debug qui va dire, cette fois c'est le virus qui parle, et il va dire, j'ai détecté ma cible, tout simplement. Voilà. Hop, on met un point virgule et je suis en train de me demander si j'ai... Oui, si, c'est bon, j'ai bien fait les prints. Donc print, c'est en P5.js, c'est l'équivalent d'un console log en pur JavaScript. Donc là, on a le comportement de notre virus. Je récapitule très rapidement. Au moment où il est créé, et même après, donc la méthode comportement est appelée sans cesse, on vérifie si le virus a une cible. S'il n'a pas de cible, on essaie d'en récupérer une grâce à la fonction qu'on va créer dans pas longtemps. Renvoie-moi le premier globule rouge qui est sain. Si jamais ça renvoie nul, ça veut dire qu'il n'y a plus de globule rouge sain. Mais donc du coup, si c'est pas nul, c'est qu'une cible est correctement retournée et on l'initialise dans la propriété du virus cible. Ok. J'espère que je vous ai pas perdu en route. Je pense que non. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir appliquer cette méthode comportement à notre virus. Donc là, notre virus, il est affiché pour l'instant, mais c'est tout ce qu'il fait. Donc, après qu'il s'affiche, nous, ce qu'on veut, c'est lui appliquer sa méthode comportement. Et enfin, on va rajouter justement une fonction outil, la fameuse fonction outil getNext globule sain. Donc on se met à la suite ici. Un petit peu tricky cette fonction, mais très intéressante à faire quand même. Donc on crée fonction. Alors, est-ce qu'il va être intelligent et qui va me l'auto-compléter? Get. Ah, super. getNext globule rouge sain. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire ici?
Et bien en fait, les propriétés qu'on a définies sur les globules rouges vont nous être super utiles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parser notre tableau de globules rouges jusqu'à ce qu'on trouve un globule rouge qui n'est pas traqué. Et s'il n'est pas traqué, eh bien on définit sa propriété comme étant traqué et on retourne ce fameux globule rouge. Si jamais on a parsé tous les globules rouges et qu'il n'y en a aucun qui est libre, entre guillemets, enfin qui est, s'ils sont tous traqués ou morts en gros, eh bien on retournera null. Donc on parcourt notre tableau de globules rouges, hop, je copie-colle ce petit bout de code, on vire ce qu'il y a dedans. Donc je parse mon tableau de globules rouges, d'ailleurs non, c'est attention au copier-coller, ça je parle pour moi. Donc globule rouge.length, donc voilà, je parcours mon tableau de globules rouges, et maintenant je vais vérifier s'ils ne sont pas traqués, enfin si l'élément sur lequel je suis n'est pas traqué. Donc hop, if globule rouge de i, donc l'index sur lequel je suis actuellement, le globule rouge, is tracked, donc vous comprenez maintenant la méthode qu'on a fait tout à l'heure. Donc en gros là on dit si le globule rouge sur lequel je suis là, donc l'élément i n'est pas traqué, hein, donc is tracked est égal à false, eh bien tu me définis, alors il faut que je fasse vraiment gaffe à tout ce qui est autocomplétion et compagnie, donc là c'est bien globule rouge au pluriel. Donc si mon globule rouge actuel n'est pas traqué, tu me le set à tracked, donc tu passes sa variable tracked à true, et surtout le plus important, tu me retournes ce globule rouge pour que je puisse le passer en cible hein, à mon virus. On rappelle que cette fonction outil, elle va nous servir pour notre virus. Et enfin, le dernier élément qui est super important, c'est que si jamais on a parsé tous nos éléments et qu'on ne peut retourner aucun globule rouge parce qu'ils sont tous en train d'être traqués ou alors les autres sont morts, eh bien ici, très important, on fait un return null. Alors normalement, ça doit, je pense, rien changer au code. Ah si, quand même, ça devrait changer quelque chose. On devrait avoir normalement des logs. Alors, si je me mets ici, et voilà, vous voyez bien que on a un globule rouge qui a dit « je suis traqué » et on a un virus qui a dit « j'ai détecté ma cible ». Donc, a priori, ça semble marcher. Et on va pouvoir passer à l'étape suivante. Maintenant, on va passer à la phase qui va permettre au virus de rejoindre et de suivre un globule rouge. Donc c'est une autre partie qui est un petit peu tricky aussi, mais voilà, je pense que vous n'aurez aucune difficulté à la suivre. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va définir une méthode qui va être utile, je pense, pour les deux classes. Donc on va la définir dans la classe mère, dans la classe organisme, qui va en fait nous permettre de nous retourner la position de l'organisme en question. Donc sous la méthode affichée, on va écrire cette méthode qui va s'appeler getPos pour getPosition. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui retourner un objet qui va être composé justement de disposeX et disposeY. Donc on va tout simplement retourner un objet qui va avoir une première clé à x et qui va avoir pour valeur disposeX et un deuxième objet, donc on copie-colle et cette fois j'essaie de faire gaffe. Voilà, hop, qui va s'appeler y et qui va retourner disposeY. Et on n'oublie pas le petit point virgule, voilà, juste une petite méthode qui va nous être bien pratique. Et ce qu'on va faire, c'est que, ah oui, on va pas oublier surtout d'écrire également cette méthode dans chacune des classes. Donc dans globule rouge ici, on va la mettre juste ici sous comportement. On va l'appeler getPos et donc ça va retourner super de getPos. Voilà, on va copier-coller ça. Je sais pas. Est-ce qu'on va en avoir besoin pour le virus? C'est possible. Je me rappelle plus si on en a besoin ou pas. Et puis bon, de toute façon, on l'a défini dans la classe mère, donc autant l'utiliser. On va la mettre en
On va la mettre sous afficher. Hop, voilà, getPost. Super. GetPost. Ah oui, non. Ouh là 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 là. Je me suis trompé. Je vais un petit peu trop vite. Alors, je retourne à la classe mère. Je vérifie. C'est toujours bien de se relire. Voilà, donc on return ça. Donc, ici, dans getPost, il faut bien évidemment faire également un return, sinon ça risque de ne pas marcher. Et dans la classe du virus, on fait aussi un return. Ok, donc on a fait ça. Maintenant, ce que l'on va faire, on va dans la classe virus rajouter une nouvelle propriété. Donc, hop, on est dans globule rouge. Voilà, on est dans virus, pardon, j'espère que je ne donne pas trop la nausée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une propriété qui va s'appeler isTracking, qui va nous permettre de savoir si, à cet instant T, le virus est en train de traquer un globule rouge. Alors vous allez peut-être me dire, ouais, mais attends, s'il a une cible, c'est forcément qu'il est en train de le traquer. Alors oui ou non? Oui et non, pardon, parce que il va y avoir 2 phases pour le virus. Il va y avoir 3 phases même exactement. La première, il va détecter un globule rouge. La deuxième phase, il va aller le rejoindre, donc il va se déplacer jusqu'à sa position. Et la troisième phase, effectivement, quand il sera dessus, il va l'attaquer. Donc c'est important qu'on puisse faire la distinction et ces paramètres vont nous aider à les faire. Donc on va définir un paramètre isTracking qu'on va mettre à false par défaut dans le constructeur. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir justement affiner un petit peu plus le comportement de notre virus. Donc là, je récapitule. Ici, s'il n'a pas de cible, il en trouve une. OK. Donc, s'il a une cible, on va créer justement un else. Donc là, on est dans le cas de figure où effectivement, il a une cible. Et en fait, ce qu'on va lui dire en 2, c'est qu'ici, eh bien, il va falloir d'abord qu'il suive sa cible. Suivre sa cible. Et on va lui créer une méthode. On va essayer de ne pas tout mettre au même endroit pour que ce soit un petit peu séparé. Donc en fait, on va lui dire exécute la méthode suivre cible. Et je vous le donne en 1000. Elle prend un paramètre qui est, et je pense que vous l'aurez deviné, sa propriété 10 cible, puisqu'elle est définie ici. Ok, donc maintenant, on va créer cette méthode suivre cible. Hop. On la définit ici. On n'oublie pas de lui mettre son paramètre cible. Et on est parti. Alors, elle est un petit peu tricky celle-là. Je vais peut-être pas décrire tout en détail. Moi-même au début, j'ai mis du temps pour réussir à créer le code. Mais en gros, voilà ce qu'on va faire. La première partie va consister à rejoindre sa cible. Donc en fait, il faut bien être conscient que suivre cible, elle est appelée dans la fonction draw de notre programme principal, donc de P5.js, donc elle va sans arrêt être exécutée. Donc dans un premier temps, il va falloir rejoindre la cible, et ensuite, une fois qu'elle aura rejointe, il faut que le virus reste entre guillemets collé à la cible. Donc ça veut dire que sa position devra être égale à la position du globule rouge. Donc la première chose à faire déjà, ça va être de rejoindre la cible. Alors on écrit ça, rejoindre sa cible. On essaie de commenter toujours pour pas trop se perdre parce qu'on peut vite se perdre dans le code. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va tout simplement faire un test qui est un petit peu compliqué, mais je suis sûr que vous allez vous en sortir les doigts dans le nez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la distance entre le virus et la position de sa cible, et on va dire que si la distance est supérieure ou égale à 5 pixels, on va choisir ça arbitrairement un petit peu, et surtout que le virus n'est pas en train de traquer déjà un autre globule rouge, alors on va exécuter un bout de code. Alors, je vais copier-coller excusez-moi, je vais copier-coller le code que moi j'avais déjà écrit pour, voilà, encore une fois, essayer de ne pas perdre de temps, mais je vais le commenter pour que ce soit plus clair pour vous. Hop, j'oublie pas, voilà, l'accolade. Alors, on va utiliser une fonction de P5.js qui s'appelle dist, donc qui permet en fait de calculer une distance. Elle prend 4 paramètres. Elle prend les positions en X et en Y d'un premier objet, 10, donc là pour le coup c'est le virus,
et elle prend pardon, deux autres paramètres qui vont être la position de l'objet, du deuxième objet auquel on veut calculer la distance. Donc la cible, et là vous vous rendez bien compte que la méthode getPos est bien utile, donc on récupère la position en X de la cible, la position en Y, et on passe tout ça dans la fonction dist, donc qui nous donne la distance entre ces deux objets. Si la distance est supérieure ou égale à 5, on estime que le virus est éloigné du globule rouge, donc il va falloir qu'il le rejoigne, mais on ajoute à ça une autre condition, il faut évidemment que le virus ne soit pas en train déjà de traquer un autre globule rouge. Ça c'est très important. Donc là, ici, toutes les conditions sont réunies pour que le virus puisse se déplacer vers le globule rouge, et donc c'est là où, voilà, je vais peut-être pas trop détailler ce petit bout de code, je vous avoue que, encore une fois, moi-même j'ai mis du temps à le trouver, à le comprendre et surtout à l'adapter à mon code. Mais en gros, c'est une fonction qui permet de faire se déplacer le virus par rapport à un autre objet, donc la cible, clairement, le globule rouge, et ça permet en fait tout simplement de le faire se déplacer de manière assez fluide en créant un peu comme des courbes. Voilà, vous aurez tout à loisir de regarder le code d'un peu plus près si jamais vous êtes intéressé pour comprendre cette fonction. D'ailleurs, c'est très intéressant à comprendre. Donc voilà, il rejoint sa cible. Mais il y a une autre partie qui est très importante, c'est que si la condition n'est pas remplie, ça veut dire que le virus a déjà rejoint sa cible. Et par conséquent, une fois qu'il a rejointe, il faut absolument qu'on fasse deux choses. Déjà alors on est dans le else, déjà qu'on définisse sa propriété is tracking, est-ce qu'il est en train de traquer, eh ben on la passe à true. Parce que là, il est sur le virus, il est en train de le traquer, donc là c'est bon, c'est fini. Et surtout, il faut qu'on colle, entre guillemets, le virus sur le globule rouge, donc il faut qu'il se déplace exactement en même temps, ce qui fait que les positions X et Y, enfin, la position du virus va être égale à la position du globule rouge. Donc, dis.posX va être égal à cible.getPos.x. Et on va faire exactement la même chose pour sa propriété de position Y. Et voilà, comme ça. Et donc là, normalement, on devrait avoir quelque chose qui fonctionne. Alors je vais relancer mon serveur. Et si on ne s'est pas trompé, whoop, vous avez vu le virus qui s'est déplacé et qui a automatiquement rejoint un globule rouge et surtout qui l'a traqué. Alors si je relance, hop, alors ça s'est passé en dehors de l'écran, mais on voit qu'il a rejoint un globule rouge. On recommence, c'est presque en dehors de l'écran, on recommence, hop, voilà. Et là on voit que c'est pas vraiment aléatoire, hein, c'est-à-dire que le tableau, dans notre fonction qu'on a définie ici, getNextGlobuleRougeSain, en fait, là, évidemment, comme on n'a qu'un seul virus, il renvoie forcément le premier globule rouge qui est initialisé dans notre tableau, puisqu'ils sont tous sains à ce moment-là. Et donc, le globule rouge qui est attaqué, enfin, plutôt pour l'instant, qui est traqué par le virus, c'est forcément le premier globule rouge de notre tableau, globule rouge. Ok, donc maintenant, on a réussi à détecter et à traquer le globule rouge. Et maintenant, on va passer à la prochaine étape qui va consister à l'attaquer et à le détruire. Bon, bande de codeurs, déjà je vous félicite parce qu'on est presque au bout. Cette étape est relativement simple puisqu'elle va consister à appliquer des dégâts à notre globule rouge. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre classe globule rouge et qu'on va lui rajouter un paramètre qui va être PV, un paramètre de point de vie. Donc on va l'appeler comme ça, 10 PV, et on va lui donner une valeur random entre 200 et 350. Une valeur random tout simplement parce que on va estimer qu'un globule rouge peut tenir plus ou moins longtemps qu'un autre, un de ses frères. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que justement, dans le comportement du globule rouge, on va, en plus de se déplacer, on va lui ajouter une méthode qui va être une méthode où on va décrire comment il subit les dommages. Donc on va l'écrire ailleurs, mais on va l'exécuter dans le comportement. Donc, subit dommage, comme ça. Et on va l'écrire juste
un peu en dessous. Ah oui, on a une autre méthode. Alors, on va la rédiger, celle-là, mais il y a une autre méthode, par contre, qui va nous être vraiment super utile, qui va être isAttacked, qui va pouvoir déterminer si un globule rouge est en train d'être attaqué ou pas. Donc ça, est-ce qu'on l'a fait? Celle-là, je ne sais plus. Non, on l'a pas fait, donc on va la rajouter. Donc, 10 isAttacked, et qui va tout simplement nous retourner 10.attacked. Donc, je vous rappelle juste que attaque, justement, la propriété attaque, c'était à true quand justement le globule rouge, on lui applique la méthode setAttack. Ok. Maintenant, on va justement écrire la fameuse méthode subit-dommage, et c'est là que justement on va pouvoir visuellement se rendre compte qu'un globule rouge est en train d'être attaqué et est en train surtout de prendre cher, le pauvre. Hein. Donc, subit-dommage, on écrit la méthode, hop, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que on va justement se servir de la propriété isAttacked. Donc, if this.isAttacked, donc si le globule rouge courant sur lequel on se trouve est en train d'être attaqué, eh bien ce qu'on va faire, c'est que on va lui enlever des points de vie. Donc 10.pv, on lui enlève petit à petit un par un des points de vie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier sa couleur en fonction de ses points de vie. Donc en fait, on va faire baisser sa couleur en fonction des points de vie qui lui restent. Donc on va utiliser une fonction qui est hyper pratique qui s'appelle map. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire que sa couleur, donc là on va utiliser une fonction de P5JS où en fait on peut appliquer une couleur en lui passant 4 paramètres. Donc les 3 premiers, c'est les paramètres RGB, et le 4e paramètre, c'est l'alpha, donc le côté transparence. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tout simplement lui attribuer les valeurs RGB de sa couleur de base. Donc je vais les copier-coller, parce que de tête, bien évidemment, je ne les connais pas. Donc ça équivaut exactement à la couleur, vous savez, du rouge un peu clair. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir lui appliquer une valeur de transparence. Et c'est là que la fonction map va nous être super utile. La fonction map, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça permet de faire, comme son nom l'indique, un mapping entre deux échelles de valeurs. Donc en fait, on va lui dire, ici, tu m'appliques la fonction map, vous allez comprendre. La fonction map, elle prend 5 paramètres. Le premier paramètre, c'est la variable sur laquelle on veut justement regarder quelle est sa valeur. Donc ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est les PV. Donc en fait, en gros, on lui dit, tu te bases sur cette variable pour pouvoir justement appliquer ta fonction map. Et ensuite, ce qu'on va lui dire, c'est qu'on va lui définir par rapport à la valeur minimale et maximale de cette variable. Donc nous ici, on sait que la valeur minimale d'un point de vie, ça va être 0. Sa valeur maximale, ça va être 350. Et enfin, on va lui dire, tu me maps ça, donc tu l'alignes aux valeurs que je vais te donner maintenant, qui vont être la valeur de la transparence. Et une transparence, c'est des bits, si je dis pas de bêtises, donc c'est les mêmes valeurs que ici, enfin le range de valeurs, ça va de 0 à 255. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que, je vous explique brièvement là, les points de vie vont diminuer, et admettons que là, les points de vie soient à 350, eh bien lui, il va automatiquement mapper, il sait que 350, c'est la valeur maximale, donc il va la mapper à la valeur maximale suivante, qui est 255. Donc en gros, quand le globule rouge est rempli de vie, eh bien il est complètement opaque, on le voit complètement. Par contre, quand ces points de vie chutent à 0, donc la valeur minimale de ces valeurs-là, il sait qu'il va devoir le mapper à la valeur minimale de ces deux valeurs-ci, donc le 0, et en gros, quand il va être à 0 point de vie, il va lui attribuer une valeur de transparence de 0, ce qui fait que notre globule rouge va devenir invisible quand il aura plus de points de vie. Voilà, j'espère que j'ai été relativement clair. Sachez juste que la fonction map, elle est super utile quand on veut faire ce genre de choses, et bizarrement, en fait, on n'y pense pas quand on ne connaît pas à ça, mais ça arrive assez souvent quand on veut faire justement ce genre d'animation, mais j'imagine que ça s'applique à
plein d'autres cas. Donc, on a fait ça pour la couleur, mais on va également faire ça pour la couleur de bordure qui s'appelle Color... Oula, je crois que je l'ai mal copié-collé. Alors, on va pas le copier-coller. On va faire ça bien. Si j'y arrive, voilà, j'ai les doigts un peu palmés. C'est presque la fin de la vidéo. Je commence à fatiguer un petit peu. Hop, voilà. Donc, Color Border. Et surtout, par contre, on ne se plante pas. C'est un autre set de couleurs RGB qui est celui-ci. Voilà. Et je vérifie juste si je suis bon. Tac, tac, tac. Oui, oula. J'ai mon... Oula, ça s'est un petit peu emballé. Hop. Voilà. Donc, là, on est bon pour Subidommage. Désolé pour ce petit scrolling intempestif. Et il nous reste à faire une dernière chose, normalement. C'est d'aller justement dans notre partie du virus suivre... Oh là là, mais je suis vraiment désolé, je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est dans la partie du virus suivre cible, voilà, qui est ici, ça va emmener presque au bon endroit. Et en fait, ici, il faut qu'on rajoute justement, après this is tracking true, donc là, on est dans le... On est sur le virus, on est sur le globule rouge, pardon. Eh bien, il faut tout simplement dire que la cible est en train d'être attaquée. Hop, sinon, ça risque de pas marcher. Et normalement, si je relance mon serveur, si je ne me suis pas trompé dans ce que j'ai fait, voilà, ça a rejoint un globule rouge, il va revenir de ce côté-là, et vous voyez que ça disparaît petit à petit, sauf que là, on voit qu'il y a un bug parce que la couleur de la bordure ne disparaît pas. Alors, on va regarder pourquoi ça fait ça. Je pense que c'est mon mapping qui doit pas être bon. Alors... Qu'est-ce que j'ai fait de faux? Je vérifie avec ce que j'avais fait aussi auparavant. Et oui, c'est complètement normal. Non, c'est moi qui suis bête. Ici, c'est border. Évidemment, je définis une propriété qui ne connaît absolument pas. Voilà, donc on refait ça. Oula, le virus a un comportement des fois un petit peu bizarre. Et voilà. Et là, on voit que tout disparaît bien correctement. Et... notre virus continue sa route. En fait, il est toujours collé au globule rouge qui, dans le programme, existe toujours, mais par contre, il est invisible à l'écran. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante, et on a presque fini, bande de codeurs. Et maintenant, on passe à l'avant-dernière étape, qui va consister à faire dupliquer les virus une fois qu'ils auront détruit des globules rouges. Alors, pour faire ça, on va aller dans la classe globule rouge, et on va lui rajouter une petite méthode qui sera très probablement la dernière, qui va nous permettre de récupérer facilement les points de vie du globule rouge. Ça va nous être utile pour savoir justement si le globule rouge est mort ou pas. Donc on va tout simplement faire un return 10 de PV. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans la partie du virus, dans son comportement. Et ici, on va rajouter un petit bout de code à cet endroit-là, qui va être justement super utile, qui va nous permettre de savoir, donc là il est en train de traquer, il est collé au globule rouge, le virus, il va falloir savoir justement s'il l'a tué ou pas. Et s'il l'a tué, eh ben, c'est justement en utilisant la méthode qu'on a définie juste au-dessus, donc if this cible get PV est inférieur ou égal à 0. Donc si la cible que je suis en train de traquer, en gros, est morte, il n'y a pas d'autres mots, je fais deux choses. La première chose, je dis déjà que mon tracking repasse à faux, puisque je ne suis plus en train de traquer un globule rouge, puisqu'il est mort, ma mission est accomplie. Donc je libère le virus pour traquer un futur potentiel autre globule rouge. Et du coup, il faut aussi que je passe ma cible à null, puisque maintenant je n'ai plus de cible, je l'ai détruite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va faire en sorte que les virus puissent se dupliquer. Donc pour ça, on va changer quelque chose, on va faire un petit peu ce qu'on a fait avec les globules rouges quelque part, même si le comportement va être un tout petit peu plus compliqué, entre guillemets, et différent. Donc là, au lieu d'avoir un seul virus, on va avoir un tableau de virus,
puisqu'on va en avoir qu'un seul au début, mais après on va en avoir plusieurs. On va, dans l'initialisation, on va modifier un petit peu ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un virus.push, puisque virus maintenant est un tableau, hein, je vous le rappelle. Donc on va faire un virus.push. Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait? Hop, virus.push d'un nouveau virus. On va essayer d'indenter ça pour ne pas se tromper. Hop, il manque une petite parenthèse là, voilà. Donc à l'instanciation, donc dans le setup, on dit qu'on insère un virus dans notre tableau de virus. En fait, ça va être notre tout premier virus finalement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va également modifier notre affichage. Dans l'affichage, donc dans le draw ici, dans la partie des globules rouges, alors dans la fonction draw, déjà, je note une petite erreur. Ici, il faut qu'on itère. Alors, c'est pas trop grave, mais si, en fait, c'est grave. Il faut qu'on itère uniquement concernant l'affichage sur le tableau de globules rouges. Donc déjà, ça, c'était une première petite erreur. Voilà, hein, c'est dans le code, au fur et à mesure, on découvre un peu les erreurs. Et ici, donc concernant l'affichage, on affiche le globule rouge, on lui exécute sa méthode comportement où il va se déplacer, mais il va falloir qu'on teste également si le globule rouge est mort ou pas. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le globule rouge courant, comme ça, et on va lui appliquer sa méthode getPV qui va nous retourner son nombre de points de vie. Et si c'est inférieur ou égal à 0, là, on va faire quelque chose de spécifique. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va sauvegarder la position du globule rouge à ce moment précis. Donc on va définir une variable ici locale. Hop, on va copier-coller ça. Et on récupère sa position, getPose. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement supprimer ce globule rouge. Donc physiquement, on va supprimer l'objet globule rouge du tableau. Donc pour ça, on va utiliser une méthode qui s'appelle splice, à laquelle on va définir l'index de l'objet qu'on souhaite supprimer, et on souhaite supprimer un objet. Donc ça va nous permettre de supprimer vraiment physiquement le globule rouge du tableau globule rouge. Et on n'a pas tout à fait fini, puisque ici, ce qu'on va devoir faire, c'est que comme le globule rouge est mort et qu'on a sauvegardé la position, on va justement créer un nouveau virus. Hop, je vais juste copier-coller le code que j'ai fait. On va essayer d'indenter ça un tout petit peu. Voilà. Donc là, ici, je crée un nouveau virus en position pose X, pose Y qui correspond à cette position-là, et je l'insère dans mon tableau de virus. Donc voilà, là, c'est la fameuse réplication, duplication des virus une fois qu'ils ont tué leur cible. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est juste modifier cette partie de code-là, puisque là, on n'a plus un seul virus, on en a plusieurs. Donc en fait, il faut tout simplement, comme pour les globules rouges, hop, il faut parser notre tableau de virus, et pour chacun d'entre eux, on l'affiche et on exécute son comportement. Et normalement, si, encore une fois, j'ai pas fait de bêtises, et que j'exécute mon code, voilà, j'ai mon virus qui se déplace, qui est en train d'attaquer un globule rouge. Ah zut, ça va se passer en dehors de l'écran. Ah, mais on voit voilà, qu'il y en a deux qui ont été créés, ils vont rejoindre des cibles. Ils détruisent leurs cibles. Voilà, ici, paf, on voit que ça s'est dupliqué, là encore. Donc là, je dois avoir entre 4 et 6 virus à peu près. Et voilà, et on voit bien que ça fonctionne, on a un bon comportement, et que les virus font leur œuvre, malheureusement. Ils se dupliquent, ils tuent les globules rouges, et on voit qu'on a de plus en plus de virus et de moins en moins de globules rouges. Allez, on passe à la toute dernière étape qui va consister à injecter manuellement un virus. Pour faire ça, vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide que les étapes précédentes. On va tout simplement aller déclarer
une variable globale dans notre programme principal. Si je me rends au bon endroit... Oula, je crois que la fatigue commence un peu à s'installer. Et... voilà, on y est. Et ici, on va définir une variable. Donc on va la mettre là plutôt. On va l'appeler injected. Pour savoir si justement on a injecté ou pas un virus. On va partir du principe que l'utilisateur, sur l'appui de la touche espace, peut injecter un virus. Mais voilà, une fois qu'il en a injecté un, c'est pas la fête, il ne peut pas en injecter d'autres. Puisque les virus de toute façon se répliquent. Donc voilà, on définit une variable ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... du coup, on va commenter ce code pour l'instant. Alors, on pourrait le supprimer, mais on va le commenter au cas où, si après, on veut enlever cette fonction d'injection, entre guillemets. On va commenter ce code, puisqu'on va manuellement nous-mêmes injecter les virus. Et ce qu'on va faire, c'est que vous allez découvrir une autre fonction qu'on va mettre juste avant les fonctions outils, parce que c'est une fonction qui est propre à P5.js, qui s'appelle keepRest. Qui permet justement de créer un bout de code quand on a un événement sur l'appui d'une touche du clavier. Donc voilà, elle se définit comme ça, donc c'est cool, comme ça vous voyez aussi un petit peu le côté interactivité de P5.js. Donc fonction keepRest, et en fait, ce qu'on va lui dire, c'est qu'on va mettre une condition. Donc dès qu'une touche est pressée, on va déjà aller vérifier que ce soit la touche qui nous intéresse, donc nous, pour l'espace, ça va être comme ça. Et surtout, la deuxième partie de la condition, ça va être de vérifier que l'injection n'a pas déjà eu lieu. Donc, que injected est bien égal à false. Donc, si ces deux conditions sont remplies, première chose, on passe injected à true, très important. Et enfin, ce qu'on fait, c'est que on va justement copier-coller le code qu'on a commenté. On va insérer le virus dans notre programme, hop, dans notre tableau. Et voilà, et normalement, on n'a plus rien d'autre à faire. Donc si je relance le serveur, je vois ici que j'ai tous mes globules rouges qui se baladent tranquillement, puisqu'il n'y a rien qui se passe. Alors, il va juste falloir par contre cliquer sur le canvas pour que justement le canvas ait le focus entre guillemets pour qu'il puisse détecter l'appui sur la touche. Donc voilà, moi j'ai cliqué dessus et maintenant je vais faire exprès d'appuyer fort pour que ça ressorte dans le micro. Je vais appuyer sur la touche espace maintenant. Et là, on voit que sous l'appui de la touche espace, ça a bien injecté un virus et les virus se propagent et se dupliquent comme on l'a vu tout à l'heure. Bande de codeurs, ça y est, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusque-là, je suis super fier de vous. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à la tourner. Elle m'a pris vraiment beaucoup de temps, donc s'il vous plaît, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Mettez aussi en commentaire si vous avez réussi à faire ce petit programme, peut-être même que vous l'avez amélioré. Dans ce cas, postez le code source, enfin plutôt le lien du code source. N'oubliez pas donc de commenter. Surtout, ce qui m'aide énormément, c'est que vous vous abonniez à la chaîne et que vous activiez la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de bons codes et je vous dis à bientôt, bande de codeurs.